Ce septième cours sur Ludwig Mies van der Rohe le voit déployer son activité aux États-Unis d'Amérique après 1945 et finalement parvenir à réaliser un projet qu'il avait à l'esprit depuis le début des années 20, celui du gratte-ciel largement vitré, du gratte-ciel en métal et verre, dont il parviendra à créer plusieurs exemplaires à usage d'habitation à Chicago. L'activité de Mies à Chicago, où il s'est installé donc en 1938, est une activité tout à fait modeste au début. Elle est essentiellement consacrée au travail pour l'Institut de technologie de l'Illinois, l'IIT, pour lequel, comme on l'a vu, il conçoit le plan NAS, réalise des bâtiments, et dans lequel il développe son enseignement, bien au-delà des thèmes de vue qu'il avait pratiqués au Bauhaus, ce qu'on verra dans le prochain cours. Aujourd'hui, je voulais m'arrêter, dans ce cours, je voulais m'arrêter sur les programmes d'habitation auxquels Mies se consacre, essentiellement deux d'entre eux, les immeubles du Lakeshore Drive qui sont un bouleversement dans la réflexion sur l'habitation à l'échelle mondiale, et la maison Farnsworth qui n'est pas moins à une échelle tout à fait modeste. Voici Mies en train d'observer cette ville dans laquelle il devient une figure tout à fait considérable au début des années 50, contrairement à son habitude, habillé de manière assez informelle, plutôt dans une tenue d'artiste que dans celle d'un gentleman qu'il affectionne en général. Quelques années plus tôt, lors de l'exposition du Musée d'Art moderne, de la première exposition monographique qui lui ait jamais été consacrée, celle du MoMA de 1947, on le voit observer la maquette de cette maison Farnsworth sur un arrière-plan qui est celui de son projet non abouti, pour des raisons évidentes, de maison dans la montagne de 1934, et on y lit une certaine affinité entre l'ossature visible, l'ossature blanche et très visible de la maison Farnsworth et celle charbonneuse évidemment sur ce dessin de la maison dans la montagne. Comment Mies arrive-t-il à réaliser ce projet? Sa genèse est assez longue, sa construction est rapide et les conséquences en sont assez douloureuses, comme on le verra. La cliente, le Dr Edith Farnsworth, est une femme qui a un peu plus de 40 ans, qui a été formée à la littérature et à la musique, puis à la médecine, et qui est donc une néphrologue tout à fait reconnue sur la scène médicale de Los Angeles. Elle s'intéresse beaucoup à l'architecture moderne et elle rencontre Mies dans les cercles de sociabilité de la bourgeoisie intellectuelle de Chicago, où il développe une assez grande amitié. En fait, elle demande à Mies en 1945, lors d'un dîner en ville, de lui construire une maison de week-end. Et Mies va travailler sur cette maison avec l'ingénieur Myron Goldsmith, que l'on voit ici, va travailler sur cette maison comme si, au fond, c'était une maison pour lui, comme si c'était la maison idéale qu'il n'avait jamais réussi à réaliser, en dépit de ses tentatives, à commencer par celle de son projet pour Werder en 1914. Le site est un site assez particulier, donc situé à environ 80 km à l'ouest de Chicago. C'est un site de rivière. Edith Farnsworth achète un terrain de 4 hectares planté de très grands arbres au bord de la Fox River, un terrain qui est inondable en hiver, ce qui expliquera la surélévation de la maison. En fait, Mies va élaborer son projet, un premier projet assez rapidement, et puis le projet sera ralenti, sera interrompu, et la construction n'interviendra pas avant 1949.
Alors, les étapes de ce travail sont multiples, elles sont visibles, on peut les identifier en observant les croquis et les maquettes de Mies. Voici par exemple un croquis très précoce en 1945, très proche de l'idée initiale de la maison, où l'on voit simplement l'idée d'une maison portée par quatre poteaux assez compacts, avec une proportion assez compacte. On imagine qu'elle est vitrée, et on ne peut pas s'empêcher, à son propos, de penser à ce projet de maison de verre, un autre des projets théoriques très rapidement esquissés par Mies au milieu des années 30 et qui n'avait guère détaillé. Donc l'idée d'une maison suspendue, ici sur une pente assez faible, alors que le terrain de la maison Farnsworth, comme on le voit sur ce croquis, est un terrain plan. Puis on a évidemment à l'esprit, lorsqu'on regarde cette maison, des précédents que l'on trouve à la fois dans l'œuvre de Mies et dans l'œuvre de certains de ses contemporains. Le projet de maison de campagne en béton, qui était une maison, quant à elle, posée sur des plateformes schinkeliennes, mais déjà largement ouverte par ses fenêtres en longueur, maison malgré tout qui jouait de l'épaisseur, qui jouait sur une enveloppe assez opaque, la maison du célibataire à la Bauausstellung. Alors, notons ici par exemple la présence d'un noyau sanitaire en forme de mixtiligne avec une partie orthogonale et une partie circulaire en fer à cheval. Donc, retenez cette image. On voit aussi comment les différentes aires de la maison, la chambre à coucher et le séjour et la salle à manger, selon les principes que Mies met au point à la fin des années 20, sont dans une continuité fluide, pas vraiment de portes et un nombre de cloisons très limité. Pour ce qui est du vitrage, de l'idée de la maison suspendue et vitrée, les précédents, eh bien c'est la maison Tugendhat qui en définitive sera réalisée sous une forme nettement moins vitrée que celle qui apparaît sur ce dessin, et le projet de maison Resort, ces plaques vitrées posées en quelque sorte sur un pont beaucoup plus épais, beaucoup plus solide, dont Mies avait hérité, comme on l'a vu. On peut penser aussi à d'autres bâtiments que Mies avait incontestablement à l'esprit. Par exemple, ce château de Charlottenhof à Potsdam qu'il avait visité avec ses collègues de l'agence de Peter Behrens, et ce château légèrement surélevé avec sa loggia qui permet l'espace sous ce portique qui permet d'observer le paysage. On pense inévitablement à la Villa Savoie de Le Corbusier, autre construction portée en l'air, ici dans ce cas par des pilotis de béton, dans un isolement splendide sur sa parcelle, comme un objet venu d'ailleurs, comme un objet atterri d'ailleurs. Donc ces images sont des images que Mies a certainement à l'esprit, bien qu'à son habitude, il n'ait guère rendu compte de sa démarche, il ne l'a guère rendu explicite. Il avouera simplement, pour ce projet qui est au fond le premier projet d'habitation individuelle qu'il élabore depuis les maisons Huber et Lange du milieu des années 30. Donc ça fait une bonne dizaine d'années qu'il n'a pas travaillé sur des projets de maisons individuelles, de maisons isolées. Et il avouera que le travail lui aura été rendu plus facile par le fait qu'il s'agissait d'une personne seule, d'une cliente seule, et aussi que l'ampleur du terrain protégeait son intimité, ce qui lui permet, comme dans le cas de la Villa Savoie, qui était isolée au milieu d'une grande propriété, qui a quelque peu rétréci aujourd'hui, dans les deux cas, eh bien, la transparence ne pose guère de problème, puisque la maison n'est pas visible depuis les environs. Alors, le travail sur le projet se développe à partir de différentes hypothèses. Ici, une des hypothèses les plus simples peut être le schéma idéal véritable de la maison, un rectangle, 4
poteaux en acier extérieur, et ceci sera une des grandes caractéristiques de ce projet par rapport à tous les autres projets antérieurs de Miss. On le voit dès ce croquis, les éléments porteurs verticaux qui étaient autonomes dans des édifices comme le pavillon de Barcelone ou la maison Tugendhat et toutes les études de maisons à cour, ces éléments porteurs verticaux étaient inscrits à l'intérieur du périmètre du bâtiment, où ils étaient déployés selon une grille plus ou moins rigide. Ici, ils apparaissent, ils migrent vers la périphérie du bâtiment, qui est ainsi porté, encadré par ces éléments. Le mur dont on connaît l'importance, le mur avec un M capital est présent, et le noyau sanitaire que l'on voit s'apparente à celui de la maison pour un célibataire. Donc c'est la première réflexion de Miss sur ce projet, qui sera suivi par beaucoup d'autres dans lesquels on voit les poteaux se démultiplier. Dans cette hypothèse, certains sont placés sur le côté étroit du rectangle. On voit par ailleurs le plan se complexifier, ou en tout cas Miss ici, s'il ne complexifie pas le plan, s'intéresse aux circulations, le voit tracer les circulations à l'intérieur de la maison. Ici, le noyau devient un noyau rectangulaire, et ici, on voit que s'il n'y a que 4 poteaux, la structure horizontale se complexifie cependant. Une autre image qui est assez proche de la structure réalisée nous montre 8 poteaux portant un plancher métallique. Donc c'est un croquis qui est assez fidèle qui annonce assez précisément ce qui sera réalisé. Ce qui est aussi en partie le cas pour cette élévation, qui nous montre un noyau étroit, sans doute le noyau dont le plan est un fer à cheval, des murs qui ne font pas toute la hauteur, et une maison très ouverte qui se prolonge par une plateforme, ou plutôt à laquelle on accède par une plateforme située à une hauteur intermédiaire et qui est dans le prolongement de la maison. La maquette qui est présentée au MoMA en 1947, que l'on voit à nouveau, est une maquette qui nous montre la plateforme dans laquelle la plateforme a en quelque sorte été décalée par rapport à celle-ci. La plateforme a été posée autrement, et l'on voit aussi dans cette variante que les habitacles intérieurs sont assez hauts, et que l'idée de la transparence totale n'est pas complètement aboutie. Le plan définitif, le voici. Le plan définitif, donc on comprend son déploiement. La maison est portée par 2 rangées de 6 poteaux, 3 de chaque côté, mais ça c'est la partie fermée de la maison. En fait, il y a 8 poteaux, car ces 2-ci correspondent au porche qui prolonge la toiture de la maison. Donc une maison fermée avec son noyau rectangulaire, et sa cuisine ici, une plateforme d'accès, et entre les deux, ce porche ouvert. Donc voilà le dessin en coupe de la maison qui nous permet de voir comment la charpente métallique a été utilisée. Miss va commencer ce chantier en septembre 1949, il le terminera en 1951, et il est intéressant de noter, voici une image des structures métalliques en construction, et donc on voit très précisément ces éléments porteurs verticaux placés à l'extérieur des planchers. On voit ici Miss habillé en ouvrier sur le chantier, dont il assure la coordination. Miss joue à la fois le rôle de l'architecte et celui de l'entrepreneur, ce qui ne lui portera pas chance, comme on le verra. Donc il est engagé directement dans le chantier, l'estimation, l'acquisition des matériaux dans le contexte de l'après-guerre à Chicago. Voici cette maison telle qu'elle est implantée sur ce terrain, visible depuis la Fox River, évidemment pendant l'hiver, mais complètement cachée pendant l'été. La maison n'a rien de la solidité
des maisons que Miss avait réalisées. Pensez à la maison Tugendhat, pensez évidemment aux maisons des années 20, aux maisons Langer et Esther. C'est une sorte d'édifice flottant qui est exposé, on le comprend ici, très facilement aux orages et aux crues, et donc qui est une sorte de lieu une sorte d'observatoire, de lieu d'observation des événements naturels. Richard Sennett, le sociologue et anthropologue Richard Sennett, l'a cru y voir, je le cite, une expression moderne du sublime. Je serais tenté d'y voir, quant à moi, dans cette maison qu'on voit ici, peu après son achèvement au début des années 50, donc on en perçoit la transparence, qui peut être évidemment atténuée par la présence des rideaux. On voit comment son état de suspension au-dessus du sol qui passe sous la maison, et j'y vois quant à moi plus un abri temporaire, une sorte de pavillon de thé qu'un édifice permanent imposant son ascendant à son site. Miss va d'ailleurs complètement assumer cette modestie de la maison dans son rapport à la nature. Je le cite, la nature devrait avoir aussi sa vie propre. Nous ne devrions pas la détruire par des couleurs, par nos maisons et par nos intérieurs. Pas la détruire par les couleurs, ceci explique la neutralité générale de la maison. L'ossature blanche, l'ossature en acier laqué blanc, et le sol en travertin, qui est donc une neutralité chromatique qui est revendiquée par Miss. Nous devrions essayer de créer entre la nature, poursuit-il, les maisons et les êtres humains, une plus grande unité. Quand la nature vous apparaît à travers les murs de la maison Farnsworth, elle prend une signification bien plus profonde que lorsque vous êtes dehors. On demande, et pensez ici au cadrage sur les grands espaces de la maison, du projet de maison Resort. On demande davantage à la nature parce qu'elle fait partie d'un tout plus vaste. Donc, cette neutralité de matériaux dont j'ai parlé, Miss la revendique tout à fait clairement. Elle participe donc de cette déférence envers la nature, bien plus que de l'idée de créer une sorte de temple de la vie domestique, comme on a pu le voir. Miss poursuit, je pense que la maison Farnsworth n'a jamais été vraiment comprise. Je suis resté moi-même dans cette maison du matin au soir. Jusque-là, je ne savais pas combien la nature pouvait être colorée. Il faut veiller à utiliser des tons neutres dans les espaces intérieurs, car dehors, il y a toutes sortes de couleurs. Ces couleurs changent continuellement et complètement, et j'aimerais dire, Miss immodeste pour une fois, que c'est tout simplement magnifique. Donc voici cette maison dans la nature. Je dirais, ici, nous voyons donc avec ce grand arbre derrière lequel, quand on la voit depuis la rivière, elle est posée et qui depuis est mort, on voit donc effectivement cet enveloppement de la maison, notamment quelques décennies, en l'occurrence 4 après sa construction. L'accès, le porche. Et c'est ici effectivement que l'on peut noter que la nature dont se revendique Miss n'a pas été tendre avec cette maison. Les problèmes climatiques s'accumuleront dans une construction qui n'a pas de climatisation. Les vitres se couvriront de buée en hiver. La chaleur et les insectes extrêmement féroces et nombreux s'accumuleront en été, Miss refusant toute protection du porche. Et donc la cliente, Madame Farnsworth, finira par envelopper ce porche d'un grillage anti-moustique assez vilain. Parallèlement, ses rapports avec elle vont se détériorer gravement pour diverses raisons, des raisons financières, dépassement des coûts, mais aussi des raisons plus intimes. Miss avouera sans modestie qu'il lui paraît rétrospectivement, quand il parle de cette maison, qu'il lui paraissait rétrospectivement que Madame Farnsworth avait, je le cite, avait cru que l'architecte venait avec la maison. Donc il y a de toute évidence
un dépit amoureux à l'œuvre dans la réaction de Farnsworth vis-à-vis de la maison et de l'architecte. Alors, maison, regardons les détails. Donc c'est I normalisé en acier porte les deux dalles, enfin les deux structures horizontales des planchers. Des vitres qui sont utilisées sont des vitres particulièrement grandes, les plus grandes apparemment que l'on pouvait trouver à Chicago à l'époque. Et l'on voit ici comment cette maison est conçue, c'est-à-dire avec une insistance sur les éléments porteurs qui entourent, je dirais, la boîte vitrée et une sorte de modestie dans les angles. L'angle n'est pas ici un morceau de bravoure comme il pouvait l'être à l'IIT, dans l'Alumni Memorial Hall. L'angle est un peu, et je dirais un peu implicite, il est traité de manière tout à fait légère. Ce n'est pas sur l'angle que Miss attire l'attention. Voici quelques détails vus de plus près, donc un réglage très précis des fenêtres, des cadres de fenêtres fixes et de ce qu'on appelle les parcloses qui tiennent les vitres à l'intérieur. Miss s'est toujours attaché à dessiner ces éléments avec beaucoup de soin. Quant à l'intérieur, le voici. À un moment où la maison était occupée avait été achetée par Peter Palumbo, promoteur londonien et grand partisan de Mies van der Rohe, collectionneur de maisons, puisqu'il sera aussi à un moment donné le propriétaire des maisons Jaoul de Le Corbusier à Neuilly, qu'il possède aujourd'hui une maison de Frank Lloyd Wright en Pennsylvanie. Donc on voit comment le mur, je dirais presque habituel, le mur de rigueur dans les intervermiciens, ce mur principal, en fait, enveloppe la cheminée d'un côté, enveloppe aussi l'accès aux sanitaires, et qu'un autre mur, ici, isole la chambre à coucher. Voilà une autre image un peu moins, je dirais, un peu moins léchée, et pas tout à fait faite pour les magazines de décoration, mais plus vécue, qui nous montre comment la maison était habitée dans les années 80, donc longtemps après Edith Farnsworth. On retrouve les mêmes éléments, et on voit de l'autre côté de ce mur cette cuisine linéaire. Un autre aspect de l'intérieur. Cette fois-ci, nous sommes du côté de ce que l'on peut appeler la chambre. On pourrait parler d'un coin sommeil. Nous voyons donc le paysage au travers des vitres ici, et là, la cuisine linéaire. Alors, la maison est un objet de scandale, devient un objet de scandale en 1953, entre 51 et 53, pour deux raisons. La première raison, c'est que Edith Farnsworth va faire un procès à Mies van der Rohe qui avait dépassé le budget initial. Le budget initial le coût total fut de l'ordre de 75 000 $ de 1951, sans doute un peu plus d'1 million de $ d'aujourd'hui, mais avec un dépassement d'un bon 15 000 $ sur le budget initial, ce qui n'a rien, pour un bâtiment expérimental, rien de tragique, et qui est dépassement largement lié au renchérissement de la construction qui a accompagné aux États-Unis la guerre de Corée et la raréfaction de la main-d'œuvre et l'utilisation de beaucoup de matériaux pour l'effort de guerre en Corée. Donc, Edith Farnsworth poursuivra Miss en justice, disant qu'il l'a sciemment manipulé. Il gagnera le procès, mais malgré tout, la publicité pour lui sera mauvaise et sans doute le déterminera à ne plus s'engager dans ce genre d'opérations trop personnalisées. Mais le projet a aussi la maison est aussi un objet, je dirais, de polémique politique, notamment avec cette publication dans la revue du groupe Hearst, House Beautiful, en 1953. La menace pour l'Amérique à venir, la menace, eh bien, c'est celle de l'art et de l'architecture moderne. En 1953, ça ne manque pas de sel, car c'est aussi le moment où l'architecture moderne est condamnée dans le bloc soviétique, considérée comme étant cosmopolite, décadente, intrinsèquement capitaliste. Ici, elle est considérée comme étant, cette architecture moderne, intrinsèquement socialiste.
Edith Farnsworth répond à un entretien dans cette revue et se plaint de ce que, loin d'être libre, l'espace de Mies soit très fixé. Elle se plaint de ne pas pouvoir accrocher un cintre dans la maison sans se demander comment cela modifiera la vue depuis l'extérieur. Et dit, tout déplacement d'un meuble devient un problème parce que la maison est transparente comme une radiographie. Donc cette maison est largement contestée en public, mais Edith Farnsworth continuera à y habiter pendant une vingtaine d'années malgré tout. Alors, à partir de cette maison Farnsworth, Mies va concevoir d'autres projets dans la même famille, d'autres projets d'édifices autonomes avec de grands toits horizontaux. Celui-ci pour Cantor, qui est le propriétaire d'un restaurant drive-in d'Indianapolis, est étudié en parallèle à la maison Farnsworth. On en voit une coupe, donc cette fois-ci la maison n'est pas flottante, elle est intégrée dans un terrain, et une perspective à droite. Ici, une autre image qui nous montre de manière plus détaillée l'hypothèse d'une grande toiture débordante. Les poteaux sont toujours des poteaux extérieurs comme dans le cas de la maison Farnsworth, et la maison, on le voit ici, est une maison plus complexe puisqu'elle comprend en tout cas au moins 2 chambres, peut-être même, oui, 2 chambres de ce côté-là et 2 de l'autre autour de ce noyau. Donc c'est une maison plus large, c'est un projet qui n'aboutira pas. Mies va aussi s'engager dans l'étude d'un projet plus ambitieux. L'idée ici n'est pas de répondre à un client particulier, Farnsworth ou Cantor, mais d'élaborer presque un produit, c'est-à-dire une maison ou une gamme de maisons pouvant être produites en série pour des familles de la classe moyenne américaine. Ce projet est étudié avec Myron Goldsmith, il fait l'objet de la collaboration des étudiants de l'IIT, et on en connaît plusieurs variantes, aucune n'ayant été réalisée, dans lesquelles la variation porte sur l'emplacement du noyau sanitaire. Ici, il est linéaire, comme dans le cas de la maison Farnsworth. Variation aussi dans la structure porteuse. On voit dans cette maquette réalisée par les étudiants que les poteaux sont situés au milieu des côtés, et que donc l'angle est en porte-à-faux, ce qui crée ici une solution un peu mystérieuse dans le raccord des 2 pans de verre. Ici, c'est une autre hypothèse dans laquelle les poteaux sont dans l'angle et donc les portées des poutres sont plus longues. La mise au point de ce projet passe par toute une série d'études de plans de Myron Goldsmith dans lequel on voit les proportions des espaces variés, on voit notamment l'organisation de la maison changer en fonction, ici, indication 3 filles, 2, 4, 6 ans, en fonction de la structure du noyau familial. Il y a donc un travail tout à fait expérimental autour de variations typologiques autour de ce projet. Autre exemple ici, en haut des déplacements du noyau et de la grille. Voilà le projet à peu près définitif tel qu'il sera publié, dans lequel on retrouve finalement une version dilatée de la maison Farnsworth, mais une version qui ne lévite pas au-dessus du sol. Ce projet non abouti. Sans doute pour des raisons économiques, aucun promoteur ne s'y intéressant, pour des raisons de goût aussi, sans doute, sur le marché américain de l'habitation individuelle du moment, qui était resté conservateur. La maison de verre, il faut le noter, la maison Farnsworth connaît des variantes qui ne sont pas l'œuvre de Mies, et la principale est celle de Philip Johnson, dont on connaît le rôle, dont on a vu le rôle dans la promotion de l'œuvre de Mies depuis les années 30.
c'est Philip Johnson qui avait présenté la maquette de la maison au MoMA en 1947, et il s'en inspire lui-même dans un cas tout à fait extraordinaire d'anticipation, d'influence anticipée. Le bâtiment qu'influence Mies, sur le bâtiment qui se fonde sur le projet de Mies, est réalisé avant que le projet originel soit lui-même achevé. Donc c'est un cas assez étonnant de copie par anticipation, mais la démarche est complètement différente. Comme vous voyez, cette maison qui comprend un noyau cylindrique et qui est située sur un magnifique promontoire au-dessus d'une vallée du Connecticut, cette maison ne flotte pas, elle est posée sur un sous-bassement sous un sous-bassement de briques. On voit aussi que contrairement à ce que fait Mies, qui insiste sur les éléments porteurs verticaux, en quelque sorte, Johnson est attaché à un Mies antérieur. Johnson travaille à partir des motifs d'angle que Mies avait lui-même utilisés à l'IIT et n'est pas du tout dans la même démarche de recherche de la légèreté et d'effacement de l'angle que Mies lui-même. Donc voici cette maison construite achevée 2 ans avant celle de Madame Farnsworth. Et voici l'intérieur dans lequel Johnson, fidèle à Mies, déploie les mobiliers des années 30 de Mies, auxquels il ajoute d'autres œuvres qui donnent à cette maison son sens de retraite, d'idylle, d'ermitage ou d'idylle bucolique, notamment un très beau tableau de Poussin, qui est une sorte de commentaire sur la vie dans la nature. Deuxième aspect de ce 7e cours, c'est le passage à l'acte de Mies en matière de construction verticale, en matière de gratte-ciel. Mies est arrivé aux États-Unis à la fin des années 30, alors qu'il y avait fort peu de gratte-ciel moderne, fort peu. Un seul bâtiment en hauteur pouvait être considéré comme rejetant les principes du revêtement éclectique, du revêtement en pierre ou en céramique, que Mies et tous les modernes avaient critiqué. Un seul gratte-ciel avait une sorte de rationalité à la fois dans sa structure et dans son apparence. C'était le gratte-ciel de la Philadelphia Saving Fund Society, PSFS, de Philadelphie, construit par Howe et Lescase, architecte moderne d'origine suisse, tous les deux très liés d'ailleurs au Musée d'Art moderne de New York. Donc voilà un précédent dans les années 30. Un autre, c'est le gratte-ciel du comté qui censé abriter l'administration du comté dans la vision urbaine théorique de Frank Lloyd Wright, dénommé Broad Acre City au milieu des années 30. Wright avait dessiné ce gratte-ciel en vert. On peut penser, il connaissait le travail de Mies en Europe, on peut penser que Mies figurait dans les sources sur lesquelles, et Le Corbusier aussi, travaillait Frank Lloyd Wright au milieu des années 30. Pour que le passage à l'acte de Mies s'accomplisse, il faudra que plusieurs conditions soient réunies. Donc d'une part, je dirais la prospérité de Chicago, après, qui a été un des centres de production industrielle les plus actifs pendant la guerre, la caisse de résonance que constitue l'école d'architecture de l'IIT, où dès 1944, Fujikawa, qui est un élève de Mies et qui sera plus tard un dessinateur et un associé, travaille sur l'idée d'un gratte-ciel en verre, d'une tour en verre, avec une ossature de béton. Et il faudra surtout un promoteur. Ce promoteur, ce sera Herbert Greenwald, que Mies rencontre en 1946 et qui va lui faire confiance. Au total, sur les 14 tours de logement que Mies construira à Chicago entre 1948 et 1969, 6 seront réalisés, financés par Greenwald. Et surtout, Greenwald va mettre, si je puis dire, le pied de Mies à l'étrier pour commencer à réfléchir au problème de l'habitation verticale. En effet, Mies n'avait pas vraiment procédé à des recherches sur cette question avant la guerre.
les immeubles dont il avait rêvé, je dirais, plus qu'autre chose, au début des années 20, étaient des immeubles de bureaux. Ici, c'est à l'habitation que sont consacrés ces édifices. On voit ici un croquis qui peut être rapproché aux recherches de Fujikawa, qui est un croquis dans lequel cet immeuble d'habitation est un parallélépipède assez rigoureux, mais ce ne sera pas le cas de la première opération, celle des Promontory Apartments, créée entre 1946 et 1949. Donc le premier bâtiment en hauteur, le premier bâtiment de mise dans le centre de Chicago, et l'on devine que quelque chose se passe à l'arrière de ce bâtiment. En fait, il s'agit d'un bâtiment qui n'est pas un parallélépipède, mais qui est double, qui, du côté du lac Michigan, présente une façade rectangulaire, une grande façade rectangulaire, et qui de l'autre côté propose une façade en redans avec cette cour ouverte et donc un plan plus complexe. Cet ensemble est construit en béton armé, alors qu'initialement Greenwald avait deux idées qu'il abandonne toutes les deux. La première était de construire une tour en acier et la deuxième était de donner la commande à Walter Gropius. Mais la pénurie d'acier liée au réarmement puis à la guerre de Corée empêche Mies d'utiliser l'acier. Il utilise donc le béton pour construire ses 21 étages de logement. Voici la vue de l'immeuble aujourd'hui, il y a quelques années, et on voit donc que c'est un bâtiment qui a cette blondeur de la structure de béton armé, structure dont on devine que l'on devine sur le pignon, un peu comme Mies avait laissé la structure du bâtiment de recherche sur les minéraux et les métaux visibles à l'IIT. Et voici la façade arrière avec les redans. Voici les plans. Les plans nous montrent donc une trame de pièces d'habitation sur les façades ou à l'arrière et le regroupement des circulations verticales, le regroupement autant que possible aussi des cuisines dans ces excroissances du bâtiment ou contre les pignons aveugles. Donc un plan rationnel. C'est la première fois que Mies travaille vraiment au plan d'un immeuble d'habitation en hauteur. La brochure de vente montre que l'intérieur qui est proposé aux acheteurs potentiels est meublé de façon moderne, modérée, je dirais. On n'y voit aucun meuble tubulaire de Mies, on y voit plutôt des meubles traditionnels aux lignes simplifiées, débarrassés de leurs ornements. Un détail plus précis nous montre donc, on voit le musée d'histoire naturelle derrière, le lac Michigan n'est pas loin, mais on voit bien que le mode de vie qui est vendu n'est pas un mode de vie radicalement innovant. Ce qui est intéressant, voici malgré tout ce que révèle la vue des appartements une fois vendus, c'est que les occupants y introduisent ici les sièges de Charles Eames et sont sans doute ont un goût sans doute plus moderne que celui que leur prêtaient les promoteurs. Alors, ce qui est intéressant dans la structure de cet immeuble en béton, c'est une finesse dans le travail de Mies van der Rohe. Donc, on voit très bien ici cette ossature de béton armé. Ici, un ouvrier en train de poser les remplissages en briques. On voit apparaître les boîtes des climatiseurs, qui sont un des éléments nouveaux de l'architecture domestique américaine de l'après-guerre. Ce qui est intéressant surtout, ce sont les retraits. Ici, les retraits, on voit que ce bâtiment a finalement évoque de manière très très indirecte, et je reviens à l'image de la façade, de manière très indirecte, les édifices gothiques par la diminution de l'épaisseur des éléments porteurs avec la hauteur. Ils sont plus fins en haut où l'effort qu'ils ont à supporter est plus faible, l'effort du vent est majeur, mais les poids à soutenir sont moins grands, et ces éléments donc diminuent avec la hauteur, comme le font les contreforts gothiques. Donc il y a une subtilité dans la grille de façade qui, vue frontalement, est totalement
totalement régulière, mais qui, vue en coupe, en profil, fait apparaître cette différenciation. Voici le détail du bâtiment dans lequel on voit mis tout à fait précis dans le calpinage de la brique, ici, dans le travail sur la brique, comme on avait vu à l'IIT et avant dans les maisons de Krefeld. On voit aussi la présence de ce joint creux sur lequel il avait travaillé à l'IIT. Bon, un autre projet sur lequel je passe rapidement, qui est un projet initialement conçu en acier, qui lui aussi est réalisé en béton pour Greenwald, les Algonquin Apartments. Ce sont des immeubles qui sont situés plus au nord de Chicago. Voici leur ossature de béton. Les voici réalisés. On retrouve certains éléments du projet précédent, mais ici, il n'y a pas de telle finesse sur la façade. La structure toujours visible sur les pignons qui, cette fois-ci, sont ouverts et permettent d'éclairer, comme on le voit sur le plan, permettent d'éclairer une chambre à coucher. Donc voilà un plan typique, qui est un plan assez compact pour cet ensemble, qui, cette fois-ci, vous le voyez ici, est vendu directement, je m'attache à ces images, est vendu directement avec des mobiliers, en l'occurrence toujours les sièges de IMSS, des mobiliers plus modernes que ceux que l'on a vus pour le projet précédent. Voici même dans une illustration de ces brochures l'apparition de chaises suspendues, peut-être plus d'ailleurs celle de Breuer que celle de Mies lui-même. Bon, le véritable seuil, en fait, apparaît et marqué lorsque Mies passe à la construction métallique. Et il le fait à l'occasion de deux ensembles d'habitations situés tous les deux sur le Lakeshore Drive, c'est-à-dire sur la voie qui borde le lac Michigan, au nord du centre de Chicago. Donc deux ensembles réalisés entre 48 et 51, le premier, le plus marquant sans doute, et le second réalisé un peu plus tard. On voit qu'ils diffèrent. On voit immédiatement qu'ils diffèrent par leur façade, par l'aspect de leur façade. On voit aussi qu'ils diffèrent par leur implantation, qui est plus ouverte dans le cas de la deuxième opération. Alors, rappelons-nous que des épisodes antérieurs, le gratte-ciel en verre, qui était un gratte-ciel dans lequel il y avait la transparence, mais il n'y avait pas la présence de l'ossature en façade, la présence tectonique de l'ossature, et rappelons-nous aussi le travail que Mies avait déployé pour les bâtiments de l'IIT. Donc les immeubles du Lakeshore Drive sont finalement la résolution ou l'intégration de ces différents axes de réflexion. Voici la première opération, cette fois-ci en noir et blanc, et on perçoit bien ici son caractère radical, ce qui l'oppose à la masse opaque de l'architecture antérieure de Chicago, d'une architecture revêtue de briques, revêtue de pierre. Le plan de ces immeubles est un plan assez compact et un plan, je dirais, plus rationnel que ceux que nous venons de voir jusqu'à présent. Ici, nous voyons le plan du rez-de-chaussée et le noyau. Mies retrouve dans le plan de ces immeubles la dichotomie entre le noyau et la périphérie que l'on avait vu par exemple à la maison Farnsworth, mais l'échelle et la signification en est bien sûr différente. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir aussi que Mies utilise une proportion de 3 par 5 et une très très claire grille de structure. Ce sont des caractéristiques que l'on retrouvera dans beaucoup de ces édifices. Le travail est un travail très méthodique dans la définition de la structure, vérifié par une exploration en maquette. On voit à gauche, c'est une photographie que j'aime beaucoup, ces façades de la maquette qui sont autonomes, et surtout, le détail ici nous montre comment Mies travaille désormais. Donc le I, pensé à l'angle de l'IIT, avec les profilés qui correspondaient, ici les profilés qui étaient ceux des deux façades, qui se rencontrent autour du carénage de l'angle. C'est un peu un principe du même ordre que Mies utilise.
L'angle, le poteau d'angle comme les autres est un I en acier qui est enrobé dans le béton, caréné par une pièce métallique sur laquelle ces meneaux, ces raidisseurs sont soudés. Mais ce qui est important ici, par rapport, est très différent de l'IIT, c'est que ces raidisseurs ne soutiennent rien. À l'IIT, ces raidisseurs correspondaient, servaient à encadrer le mur en briques. Ici, rien de tel. Ces raidisseurs ne portent rien. Et Mies va s'expliquer de cette position en disant qui est en fait une entorse au principe rationaliste qu'il énonce par ailleurs. Il déclare « Il était très important de conserver et d'étendre le rythme créé par les profilés des meneaux au reste du bâtiment. Nous nous en rendîmes compte en regardant la maquette, sans que le profilé soit posé sur le pilier d'angle, et cela n'avait pas l'air correct. Bien sûr, l'autre raison est que cette section d'acier, ici, était nécessaire pour raidir la plaque qui couvrait le pilier afin qu'elle n'ondule pas, et nous en avions aussi besoin pour renforcer les éléments lors du montage. C'est une excellente raison, bien sûr, une souligne excellente, mais c'est l'autre qui est la bonne. C'est-à-dire que Mies souligne la raison rationnelle, technique, mais il insiste sur le fait que c'est avant tout un choix esthétique qui fut le sien. Donc ici, nous voyons le chantier, des photographies tout à fait saisissantes du chantier, qui nous rappelle cette image de Stieglitz. Mies, ne l'oublions pas, avait écrit en 1922 dans Fröhlicht, je cite, « Les gratte-ciels ne montrent leur audace constructive que lorsqu'ils sont en chantier. Le rossature en acier dressé vers le ciel produit alors une impression grandiose. » C'est ce qu'il voyait, ce qu'il avait pu comprendre de l'Amérique avant 14, et c'est ce qu'il va se réjouir de voir à Chicago. Voici donc l'ossature des gratte-ciel, les panneaux de façade qui sont montés par blocs de 4 et qui sont assemblés, donc les fenêtres ne sont pas hissées individuellement sur la structure, mais elles sont montées, vous le voyez ici, par blocs de 4, une certaine préfabrication, et vous voyez ensuite l'assemblage des fenêtres elles-mêmes en passant par l'intérieur. Donc voici ces bâtiments presque réalisés à la fin du chantier. Mies, à leur propos, s'opposera à nouveau de façon explicite au postulat de Louis Sullivan, bien connu, la fonction crée la forme, et il écrit à propos de ces bâtiments, à l'inverse de Sullivan, nous faisons une forme pratique et satisfaisante et nous introduisons des fonctions à l'intérieur. C'est aujourd'hui la seule façon pratique de construire, parce que les fonctions de la plupart des bâtiments changent continuellement, très important, les fonctions changent continuellement et que les bâtiments ne peuvent pas changer économiquement. Donc je n'ai pas évoqué jusqu'ici les fameux aphorismes de Mies, moins c'est plus ou Dieu est dans les détails, qui font partie, qui sont ressassés de façon nauséeuse dans tous les récits sur cet architecte, et je ne le ferai pas plus que cela. Mais ici, je pense que nous tenons une déclaration importante qui est l'idée que finalement, la forme du bâtiment est plus stable que ses fonctions, et que c'est qu'une fois que la forme du bâtiment est déterminée de façon rationnelle, notamment en déployant des espaces assez larges, eh bien, les usages peuvent s'y ajuster. Donc voici les édifices, ces deux édifices terminés. On voit que la façade est bicolore, l'ossature, ou plutôt les éléments qui prétendent être l'ossature, comme ces meneaux, sont en acier noir, et les fenêtres elles-mêmes sont en aluminium. Voici donc les niveaux bas, où les bâtiments donnent cette impression, pour la première fois, de flotter au-dessus du sol, d'être comme la maison Farnsworth en lévitation au-dessus du sol. On les voit ici. Le deuxième programme se trouve derrière. Les halls avec leur grande ouverture et déjà un caractère tout à fait accueillant et familier. Et le travail sur les plans, dans lequel Mies sera moins innovant qu'il n'aurait pu l'être,
il sera en effet, il proposera en effet à Greenwald, comme vous le voyez ici, des plans d'appartements complètement ouverts, à l'image de la maison Farnsworth et de ses autres projets, des plans complètement ouverts dans lesquels seule la chambre, vous la voyez ici, cette chambre est protégée par une cloison mobile, seul le bloc de la cuisine et de la salle de bain sont fermés. Greenwald rejettera cette situation. Ici, nous voyons le même plan ouvert avec donc une continuité des espaces d'habitation autour du noyau sanitaire et du noyau de la cuisine. Eh bien, dans la version définitive, vous voyez que les pièces ont été cloisonnées. Greenwald s'est adapté au marché. Greenwald était un bon commerçant qui d'ailleurs parvenait à vendre ses logements 10% moins cher que la moyenne du marché, ce qui en fit un grand succès commercial. À nouveau, cette brochure commerciale nous montre, la brochure commerciale, dans ce cas, nous montre finalement l'aboutissement du processus. Le goût a changé. Greenwald est capable de vendre ses appartements comme étant des appartements modernes, meublés par des meubles modernes de Mies van der Rohe. Donc on a l'impression qu'en matière ici, en matière de goût, la commercialisation du mode de vie, d'un mode de vie moderne est rendue possible. Voici un appartement meublé, à peu près comme sur l'image idéale. En voici une autre vue. Et voici ce qui a sans doute de plus intéressant, c'est-à-dire la présence dans l'univers domestique, à l'intérieur de l'habitation elle-même, des éléments de la structure. Ils ne sont pas masqués, ils ne sont pas plâtrés ou enduits, mais sont présents. On voit au passage d'ailleurs les poteaux en acier enrobé. La deuxième opération menée par Greenwald est au nom de la Metropolitan Structures, se différencie un peu par la hauteur, on ne le voit pas bien, mais 2 étages supplémentaires, ou 2 étages de plus que les 26 étages de la première opération. Elle se différencie aussi par le fait que la climatisation ne voit plus, parce que la façade a été refaite ici, mais que la climatisation est internalisée et que les boîtes des climatiseurs n'apparaissent plus sur la façade. Et l'on voit ici surtout qu'il y a une différenciation typologique, c'est-à-dire qu'un seul des 2 bâtiments ici est fidèle à la proportion de 3/5, alors que l'autre est un bâtiment double. Donc il y a un bâtiment double qui se déploie dans la profondeur de la parcelle, celui-ci perpendiculaire face au lac, et entre les deux une esplanade ici qui va donner son nom, avec les locaux collectifs, qui va donner son nom à l'ensemble. Voici alors un autre changement majeur, c'est la disparition complète de la structure porteuse en acier. La structure porteuse est désormais en béton, ce que l'on ne perçoit nullement en regardant le bâtiment. Et le principe de façade est un peu différent. On voit que la façade avance ici par rapport à l'alignement des poteaux, que Mies reconduit l'idée des raidisseurs décoratifs en quelque sorte, très peu raidisseurs et très décoratifs, et que l'espace ainsi dégagé permet de placer la climatisation à l'intérieur des appartements. Voici une vue du rez-de-chaussée, une autre vue qui nous montre comment cet angle s'offre à la vue, et avec les raidisseurs. Ici, le hall, semblable au précédent, et un appartement qui n'est pas un appartement meublé de façon démonstrative, mais simplement l'appartement d'un modeste résident vu il y a quelques années, mais qui nous permet de voir comment le climatiseur est disposé. Donc, ce qui est intéressant, en tout cas ici, c'est le fait que Mies, cette espèce de dichotomie entre la structure réelle qui est en béton et qui n'est pas du tout affirmée comme telle. L'immeuble des Promontory que l'on a vu, le premier immeuble de Mies, assumait pleinement le fait d'être en béton. Il était dans une logique de l'honnêteté structurale. Ici, on peut dire que Mies transige, qui par ailleurs affirme être attaché à la vérité et à son expression, transige ou déroge plutôt fortement avec l'impératif de l'honnêteté, de la lampe
de la vérité ruskinienne, c'est-à-dire qu'il crée un revêtement autour des poteaux qui donne l'illusion que ces poteaux sont en acier alors qu'ils sont en béton. Bien. Deux autres opérations pour terminer nous montrent Miss au travail pour les mêmes promoteurs, pour ici deux tours, deux bâtiments, alors qu'ils prévus initialement pour être quatre. Ils se trouvent à l'extrémité de Lincoln Park, donc ils sont très visibles et se détachent par rapport au tissu du nord du centre de Chicago. Et vous voyez que la structure en est tout à fait différente. Cette fois-ci, la structure apparente, celle de la façade, est en aluminium. Et donc, il y a un jeu chromatique qui est complètement différent entre l'aluminium et le verre. Un écho bleuté aux couleurs dominantes du lac, une sorte de vibration beaucoup plus gaie, beaucoup moins austère, qui est tout à fait intéressante. Ces deux opérations sont construites ici, ces deux bâtiments sont construits autour, là aussi, d'une esplanade, d'un terrain partagé dans lequel se trouve une piscine, et les plans sont des plans qui poursuivent la recherche engagée au Lakeshore Drive. On voit ici les plans des appartements qui sont avec cette travée centrale, cette trame centrale qui accueille les circulations et toutes les pièces dites humides, les autres s'ouvrant notamment à l'angle sur la ville et le lac. Voilà le détail de ce bâtiment, voilà la vue de cette façade d'aluminium, le lobby, et ici un appartement d'angle dans lequel on voit malgré tout que le poteau d'angle est assez gênant, mais que la vue sur le lac est tout à fait splendide. Autre opération dans la même famille, c'est une tour plus petite dont la trace au sol, l'empreinte au sol est plus petite et qui marque finalement un seuil dans la politique de la promotion immobilière de Chicago, la recherche de parcelles plus petites sans abandonner pour autant ses ambitions. C'est un immeuble qui est construit à partir de 1961 et à un moment où Miss commence à se désintéresser de l'architecture de l'habitation. Les projets qu'il réalisera deviendront de plus en plus répétitifs. Celui-ci est malgré tout très remarquable par son élégance. On voit à nouveau le traitement de l'angle qui est un traitement différencié. On voit que la partie plaquée sur le poteau lui-même est plus complexe. Donc on le voit sur le plan, on le voit également en 3 dimensions. Ce bâtiment a surtout comme mérite d'avoir une grande terrasse qui ouvre sur le lac et qui donc montre combien Miss pouvait être attentif à ces qualités d'habitabilité de ces appartements. Il faut noter, je l'ai déjà dit, que s'il achète 2 appartements dans le premier ensemble du Lakeshore Drive, il n'y habitera pas 10 ans, je me répète, affirmant à un journaliste qui lui demandait quelle en était la raison, qu'il n'y avait pas assez de murs pour y accrocher ces tableaux de Klee et de Schwitters. Miss va garder un rapport étroit avec la famille Greenwald au-delà de la mort de Herbert, du promoteur qui se tue en avion en 1961, et il finira par réaliser une de ses dernières maisons individuelles, qui est une maison pour le frère de Greenwald, et dont on voit toute la différence qui la sépare de la maison Farnsworth. Cette maison n'est plus une maison autonome et flottante. Elle ressemblerait presque à une tranche extraite d'un de ces immeubles de Chicago. Donc elle a été réalisée dans le Connecticut. Et quant à Miss, eh bien, on peut voir dans cette photographie assez étonnante, on peut le voir contemplant son travail et ses 4 premières tours depuis le haut de la deuxième opération. On peut le voir dans cette espèce de posture établie qui n'est plus celle du bohème
du début des années 50, on peut voir combien sa place sur la scène architecturale américaine et mondiale s'est consolidée à la fin de cette décennie. Alors, nous reverrons d'autres dimensions de son travail dans le cours suivant, notamment son passage à l'acte en matière d'immeubles de bureaux avec le Seagram Building et aussi les lignes de force de son enseignement à l'IIT. Merci.